Tout de suite, le bonus de pulsation avec le professeur Claire-Anne Sigrist, chef du centre de vaccinologie des HUG. Ce sont donc les vaccins qui nous réunissent aujourd'hui, vaccins qui concernent tous les âges, qui est un sujet de conversation, vous l'avez dit d'ailleurs, dans le grand public. Le nom est très connu, mais l'univers des vaccins, lui, l'est beaucoup moins. Vous étonnez toujours, vous intéressez toujours lorsque vous parlez de ce que vous faites, et notamment des vaccins, en règle générale? Oui, effectivement, le mot vaccin laisse personne indifférent. Depuis les premiers jours, depuis déjà il y a des siècles, quand les premiers vaccins ont été faits contre la rage, contre la variole, il y avait des gens qui disaient « mais c'est extraordinaire » et d'autres qui disaient « c'est le diable ». Alors maintenant les mots ont changé, l'appréciation a changé, mais c'est vrai que la vaccination, l'utilisation des vaccins a quelque chose de fascinant, puisque c'est probablement une des plus grandes découvertes de la médecine en termes de nombre de vies sauvées. Et puis en même temps, quelque chose de très inquiétant, parce que c'est un peu mystérieux, parce qu'on les donne à des gens qui sont en bonne santé, donc parfois il y a des problèmes après, est-ce que c'est le vaccin ou pas? Donc oui, c'est toujours interpellant, le sujet des vaccinations. À quel niveau il faut arriver pour qu'une population se sente elle-même protégée? Il y a un pourcentage nécessaire pour protéger l'ensemble d'une population? Oui, mais il est différent pour chaque vaccin. Alors prenons l'exemple du tétanos. Vous faites un vaccin contre le tétanos, vous ne protégez que vous-même. Si votre enfant, votre compagnon, compagne ne l'a pas fait, il n'est pas protégé. C'est un vaccin qui est purement individualiste. Par contre, parce que le tétanos ne se transmet pas d'homme à homme, on l'attrape avec la terre essentiellement. Par contre, pour une maladie comme la coqueluche, la grippe ou la rougeole, l'essentiel du risque de transmission, c'est les postillons qu'on se partage généreusement. Et à ce moment-là, en étant vacciné, on protège aussi son entourage. Plus la maladie est transmissible, plus il faut un taux élevé de personnes vaccinées pour qu'on l'interrompe. Alors, par exemple, un taux élevé, c'est quoi? Un taux élevé, alors donc par exemple, pour la rougeole, qui est une des maladies les plus contagieuses, il faut arriver à 95%, 95% de personnes vaccinées pour que la rougeole ne circule plus. Pour la grippe, qui est un peu moins contagieuse, on sait que si on arrivait à avoir 70% des soignants vaccinés dans un hôpital, on diminuerait énormément les infections acquises à l'hôpital. Donc, plus la maladie est contagieuse, plus il faut un pourcentage élevé. Pour certaines maladies qui sont transmises, pas par les postillons, mais par relations sexuelles, par exemple, typiquement l'hépatite B ou les virus HPV qui sont responsables du cancer du col de l'utérus, là, c'est le contraire. Il suffit de vacciner 30% des jeunes pour en protéger 60%. Pourquoi? Parce que les jeunes ont des contacts sexuels avec d'autres jeunes. Donc s'ils ne sont pas infectés, ils ne vont pas infecter leurs copains-copines, qui eux-mêmes ne vont pas en infecter d'autres. Et donc là, on a un effet bénéfique bien plus large que la protection individuelle. C'est fascinant. Il faut viser principalement les personnes à risque, les plus fragiles, les plus âgées, les plus jeunes? Ça dépend pourquoi. Si on reprend l'exemple de la rougeole, on ne peut pas vacciner les personnes les plus fragiles. Les enfants qui sont chez nous avec une leucémie, en chimiothérapie, ne peuvent pas répondre au vaccin contre la rougeole. Trop fragile pour accepter un vaccin? Trop fragile pour ne pas développer d'effets secondaires, trop fragile pour y répondre. Et la seule façon de les protéger, c'est de vacciner tout l'entourage. À l'inverse, on va reprendre la grippe, qui est un bon exemple. Là, à la fois, c'est un vaccin tué, c'est des petits morceaux de virus, donc on peut protéger les personnes directement et renforcer cette protection en protégeant l'entourage. Donc, il y a, à l'exception du tétanos, qui n'est pas une maladie transmissible, il y a toujours l'aspect individuel et de l'entourage dans une vaccination. Pour le grand public, tous les vaccins se ressemblent et ce sont souvent des pathologies un peu ramollies que l'on va injecter dans le corps. Tous les vaccins fonctionnent de la même manière? Non, le principe est toujours le même. Le principe, c'est d'entraîner le système immunitaire. Donc le but, c'est si vous voyez un ennemi la première fois, vous allez être désemparé. Alors que si vous l'avez déjà rencontré ou si vous avez déjà vu un peu quel type d'arme, avec quel type d'arme il va vous agresser, vous pouvez apprendre de la défense. Donc on suscite la riposte, on suscite la fabrication d'anticorps et de globules blancs qui sont précisément
efficacement dirigé contre ce pathogène. Une armée dormante. Exactement. De cellules mémoire, d'anticorps, qui sont là, qui circulent, qui font leur travail, qui peut-être seront jamais réveillés de toute leur vie, mais qui, pour le plus souvent, vont à un moment ou à un autre se retrouver confrontés, prenons l'exemple du virus de la rougeole, qui rentre, enfin pratiquement toutes ces infections sont respiratoires, donc elles rentrent par le nez, la gorge. Si vous avez des anticorps qui circulent dans votre sang, il y en a aussi dans la salive, il y en a aussi dans les muqueuses, et lorsque les microbes essayent d'entrer, ils vont être interceptés par ces défenses. Alors que sinon, ils traversent d'abord, et puis il faut 1 semaine, 10 jours, jusqu'à ce que le système immunitaire court derrière. Quand ça se finit bien, on est convalescent, puis c'est fini, mais de temps en temps, il y a des complications. Et c'est la maladie qui gagne. Et c'est la maladie qui gagne. Donc, selon le type d'entraînement qui est nécessaire, on peut faire ça en utilisant soit des petits morceaux de protéines, donc vraiment des tout petits fragments de virus ou de bactéries, ou alors en utilisant des microbes affaiblis, atténués, qui sont encore capables de déclencher les défenses immunitaires, mais qui sont évidemment plus capables de donner la maladie, sinon on ne gagnerait rien. Vous avez le sentiment aujourd'hui qu'entre la recherche et la production, le chemin de réflexion et d'aboutissement est toujours le même, ou là encore, il n'y a pas de règle, et à chaque vaccin, un type de recherche, un type d'évolution? Alors je pense que pendant très longtemps, les seuls vaccins qu'on a eus, c'était ceux qui étaient faciles à faire. Et on a une panoplie de vaccins qui sont à disposition, qui nous permettent d'éviter quand même beaucoup de choses. Et les vaccins qui restent à faire maintenant, prenons la malaria dont on parle actuellement, prenons qui est d'actualité, prenons le cancer, une autre actualité, la maladie d'Alzheimer, puisqu'il faut peut-être aussi, c'est l'occasion de le dire, on associe toujours vaccin avec maladie infectieuse, mais en fait les vaccins vont être utiles pour des maladies non infectieuses, mais où il y a une accumulation de toxiques ou de toxines qu'on voudrait éviter. Donc, pour toutes ces maladies-là, les développements vont nécessiter 2 choses. D'une part, une bien meilleure compréhension du système immunitaire et du type des défenses qui sont nécessaires que ce qu'on a aujourd'hui. Et d'autre part, des nouvelles techniques, technologies, recherche et développement, production, pour arriver à induire ces défenses et puis à les faire à un coût raisonnable. Parce que dans l'esprit des gens, n'est-ce pas, un médicament, ça peut coûter des centaines de francs par boîte. Ce n'est pas le problème, même s'il a un effet pendant 8 jours. Mais un vaccin, même si lui vous protège peut-être pendant toute la vie, dans l'esprit de beaucoup, un vaccin, ça doit être gratuit ou ça doit être pas cher. Or, actuellement, on est en décalage, n'est-ce pas, total, parce que comme on donne des vaccins à des gens en bonne santé, il faut faire la preuve de leur sécurité. Et en fait, même si on a aujourd'hui dans les frigos un vaccin en cours d'homologation peut-être contre la malaria, vous l'avez entendu, il va falloir dépenser des millions de dollars pour démontrer sa sécurité, parce que pour l'instant, il a été testé sur 15 000 enfants, et puis ça a l'air d'être très bien, mais 15 000, c'est pas beaucoup. S'il y a un effet secondaire à 1 sur 50 000 ou 1 sur 100 000, on ne le sait pas encore. Et le coût de ces analyses de sécurité, qui n'était évidemment pas le problème il y a 200 ou 300 ans, on s'en occupait beaucoup moins que maintenant, se répercute sur les pharmas et se répercute, il n'y a pas de mystère, sur les coûts des vaccins. 2 derniers aspects, plus personnels. Qu'est-ce qui vous a fait, vous, choisir la voie qui est la vôtre? Vous êtes pédiatre, vous avez travaillé au contact d'enfants, vous continuez de le faire aujourd'hui, et pourtant ce sont aussi les vaccins qui vous animent. Vous avez accroché comment? Écoutez, j'ai accroché les vaccins un peu par hasard. Au départ, c'était un des pires cours que j'ai eu à l'école de médecine, comme beaucoup de médecins d'ailleurs. Et je me suis intéressée aux vaccins d'abord uniquement pour leur aspect scientifique, parce que c'était un bon moyen de mesurer la compétence immunitaire de quelqu'un. Quand on dit « Oh, je me sens faible » ou bien « Je suis affaibli parce que j'ai un cancer, je suis en chimiothérapie », oui, mais à quel point est-ce que mon système immunitaire est compétent ou pas compétent? Mesurer une réponse à un vaccin, c'était la meilleure façon de le faire. C'est comme ça que j'y suis venue. Et je me suis
rendu compte petit à petit qu'il y avait un monde autour des vaccins. Donc d'abord par nécessité. D'abord par nécessité, ensuite par adhésion. D'abord par l'aspect, je dirais vraiment de recherche pure, d'outils de recherche, de modèles de recherche, la curiosité de se dire mais comment ça marche, mais pourquoi ça marche pas mieux, mais c'est quand même pas croyable qu'on n'arrive pas à faire un vaccin contre la grippe qui marche vraiment bien chez tout le monde, donc cet aspect-là. Et puis ensuite interpellé, alors vraiment par les aspects plus sociétaux, de santé publique, de solidarité, mon côté humanitariste un peu aussi qui fait que je m'intéresse à ce qu'on avance avec l'élimination de la polio, à ce qu'on fasse quelque chose pour que la Suisse ne soit pas le dernier réservoir de rougeole, etc. Donc ça s'est fait petit à petit. Dernière question, forcément stupide, êtes-vous à jour de vos propres vaccins? Ah oui, je suis à jour. Je vais faire lundi mon vaccin contre la grippe, mais sinon j'ai tout fait, y compris le rappel coqueluche, puisqu'on a fait un grand effort en pédiatrie pour vacciner pratiquement tous les soignants maintenant contre la coqueluche dans laquelle on est en épidémie.